Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va rebondir sur la deuxième journée et la victoire de l'Olympique de Marseille face au Paris FC et qui va se projeter sur la troisième journée qui attend les Marseillais avec un gros déplacement du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors pourquoi revenir là-dessus? Parce que face au PFC, match que j'ai débriefé, déjà vous pouvez aller voir ça, il m'a fallu quand même revenir sur la performance marseillaise, notamment sur l'aspect défensif et plus particulièrement leur pressing, parce qu'il y a des choses que j'avais repérées et évoquées durant la pré-saison qui sont revenues face au PFC et du coup j'étais un peu en mode Hey. Je vous avais dit quoi? Et du coup, parce qu'il y a une grosse affiche qui arrive dimanche, j'ai décidé d'en remettre un coup et de décortiquer quelques séquences face au PFC, de les mettre en parallèle avec ce qu'on a déjà vu et surtout de se projeter sur ce qui pourrait se passer dimanche face à l'Olympique Lyonnais. On va faire tout ça ensemble, allons-y, let's go. C'est parti les amis! Et avant de rentrer dans le vif du sujet de la rencontre face au Paris FC, petit retour en arrière quand même avec la vidéo de pré-saison disponible en lien en haut à droite ici. Et surtout, cette vidéo de pré-saison, je vous en propose un extrait tout de suite pour évoquer un point clé qu'on avait évoqué il y a quelques semaines, c'est le risque de voir Højbjerg et Gomez aspirer tous les deux très très haut et donc qui libère de l'espace dans le dos, espace qui doit ensuite être comblé par les sorties peut-être des défenseurs qui du coup sont vulnérables derrière dans la profondeur. Donc on avait décortiqué tout ça, je vous laisse avec un extrait et on reprend ensuite avec le match face au PFC. Et la grande question qu'on va se poser ici, dans cette première partie de vidéo sur le pressing, c'est par rapport au comportement de Højbjerg et au comportement de Gomez, qui sont souvent très proches de leur vis-à-vis ici, derrière Rabiot et Gouiri qui eux sortent sur les centraux et font aussi les courses pour couper des parties du terrain au gardien de but. C'est que se passe-t-il dans le dos de Højbjerg et Gomez, notamment face à Valence, où on avait souvent ce joueur-là qui venait dans cette zone pour essayer de poser des problèmes. Alors maintenant qu'on a reposé les bases, qu'est-ce qui s'est passé face au Paris FC qui, avec le ballon, avait trois milieux de terrain, Marchetti, Lopez et Camara. Et bon, on va voir ça tout de suite en images. Et vous avez eu une passe de Nkambadio vers Marchetti, parce que là vous avez Marchetti, Lopez et le troisième milieu, je crois que c'était Camara du Paris FC. Et donc ce que je disais, le premier rideau, Gouiri, Aubameyang, et en dessous, Gomez et Højbjerg qui sortent tous les deux très très haut pour aller sur Marchetti et sur Maxime Lopez. On continue. Et là, le grand classique, hein, vous avez le retour au gardien, et là vous avez une zone à jouer, zone dans laquelle va se montrer Camara. Voilà, il la demande, hein, il est vraiment demandeur. Bon, le problème c'est que Marchetti est un peu sur la ligne de passe, il aurait peut-être essayé d'attirer Gomez avec lui, s'excentrer, ça ouvrirait un petit peu plus. Et vous voyez surtout que Højbjerg, il sait qu'il y a un joueur là, il sait qu'il y a un joueur. Le problème, c'est que du côté du Paris FC, on avait prévu ce coup-là, c'est-à-dire que ce joueur-là faisait le troisième homme qui créait le surnombre, et devant, Simon et Jebels évoluaient tous les deux dans l'axe, ce qui fait que c'était compliqué pour Balerdi ou Egan Riley de sortir sur ce troisième joueur-là. Et là, cette fois-ci, ça décide d'allonger. Vous avez vu Egan Riley qui a avancé. Et en fait, sur une situation comme celle-là, vous avez fait sortir Højbjerg et Gomez, vous avez Simon, vous avez Jebels, et c'est du 2 contre 2 finalement qui se joue de l'autre côté, et le soutien n'arrive pas tout de suite, quoi. Il y a quand même une certaine distance à faire. Première passe de Nkambadio vers Otavio. Là, vous avez vu Marchetti et Lopez qui ont à nouveau joué décroché très bas. Donc Gomez, il a suivi Marchetti. On en revient à une séquence qu'on a montrée durant la phase de préparation. Gomez très haut, qu'est-ce qui se passe? Il a beau courir et sprinter pour revenir. Il y a une ligne de passe qui est ouverte dans son dos et que va tenter de jouer Otavio. Voilà, cette fois-ci, c'est intercepté, mais là encore, vous voyez le schéma très simple. Vous avez des milieux qui décrochent dans la zone des attaquants qui pourraient gérer ces milieux de terrain avec du cover shadow, mais les milieux marseillais sont attirés et du coup, ça crée de l'espace dans leur dos, de l'espace qui peut être attaqué. Troisième séquence, on est en début de deuxième mi-temps, il me semble, et là, vous allez voir à nouveau le même schéma. Et moi, ma problématique avec ce milieu de terrain marseillais, avec ce pressing marseillais, c'est surtout le comportement de ce premier rideau-là, qui est beaucoup trop écarté. Premier rideau, il doit fermer ces passes-là pour éviter à Højbjerg ou Gomez d'aller chercher, de devoir sortir en 1 contre 1 sur leur vis-à-vis. Parce que là, à nouveau, vous avez Højbjerg et Gomez qui sont hauts, et dans le dos, vous voyez tout à fait la zone qui est disponible, et c'est Ilan Kebal là qui s'y balade.
Et il y a quand même un sacré intervalle à exploiter. Nouvelle situation, possession pour le Paris FC. On repart de Nkambadio. Là, vous voyez Gomez et Højbjerg. Côté PFC, les deux vont au ballon. Là, Højbjerg continue son pressing. Premier rideau trop ouvert. Parce que pourquoi? Qu'est-ce que ça leur sert à Aubameyang et Guiri d'être aussi écartés? Empêcher la passe intérieure. Et s'il y a une passe côté, vous coulissez, vous y allez. Là, en fait, ils sont là pour être plus proches de ces joueurs-là et sortir. Mais si ça ouvre l'intérieur, on oublie quand même que la priorité, quand on est en football, c'est de fermer l'axe, quelle que soit la ligne où l'on se situe. Et le fait d'avoir des attaquants aussi excentrés, aussi écartés, bah, ça ouvre l'intérieur et ça crée des problèmes derrière. Vous voyez à nouveau l'espace qui est quand même assez important. Et une ligne défensive qui peut difficilement sortir parce qu'elle est fixée par 1 et 2 joueurs. Højbjerg, il poursuit sa pression. Et à partir du moment où Højbjerg poursuit sa pression, là, regardez, vous avez 4 défenseurs marseillais. Et si on prend toute la largeur, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 joueurs du PFC. Donc il y a une supériorité numérique en cas de gelon par-dessus. Là, la passe arrive et malheureusement, côté PFC, on n'arrive pas à enchaîner. Mais là, imaginez qu'il y ait un appui remis sur ce joueur-là qui se lance. Vous avez un 5 contre 4 qui se développe et qui peut devenir assez dangereux. Nouvelle séquence, on arrive sur le but. Vous voyez à nouveau Marchetti, Lopez qui sont bas. Le troisième homme du milieu de terrain parisien qui est dans le dos de Højbjerg et Gomez. Vous voyez Højbjerg qui sort. Et du coup, bah, la passe très facile pour trouver ce troisième homme à l'intérieur. Alors là, l'enchaînement, il met un peu de temps, hein, mais imaginez un joueur plus vif, plus vertical, qui se retourne très vite. Derrière, à nouveau, c'est une infériorité numérique pour la défense marseillaise. Bon, je déroule l'action jusqu'à la fin, parce que y a d'autres choses à dire. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais on peut les évoquer. Je les ai déjà évoqués dans le débrief d'après-match. Je vous renvoie vers une vidéo précédente. Mais bon, on a un peu les mêmes problèmes que face au Stade Rennais, au but encaissé face à Rennes. C'est-à-dire que là, vous avez un Balerdi qui a peur, évidemment, de cette enroulée, donc qui va reculer plus que le reste de sa défense. Et en fait, vous avez un Balerdi qui veut, avec sa position, déterminer la ligne de hors-jeu. Et vous avez deux autres joueurs, Egan Riley et Murillo, qui, si vous regardez Egan Riley, il ne s'intéresse pas à la position de Balerdi, il s'intéresse à la position de Murillo derrière lui. Ce qui fait que vous avez quelqu'un qui dit bah, la ligne, elle est là, et quelqu'un d'autre qui dit la ligne, elle est là. Et donc, bah, quand vous avez ça, bah, c'est un problème. Et ensuite, à l'arrivée, bah, la super passe de Kebbal, et aussi ce que je disais sur Balerdi, qui m'avait valu quelques critiques, mais que, en fait, c'est un joueur qui se réajuste rarement une fois qu'il est parti à reculer vers son but. Là, il aurait eu tout le temps d'essayer de réavancer un petit peu pour se réajuster, se remettre sur la même ligne ou des choses comme ça. Et finalement, non, il reste dans cette position, planté, en comptant sur le fait que ses partenaires vont se mettre sur la même ligne que lui. Mais ses partenaires, ils ont l'opportunité de mettre des mecs hors jeu, ils vont essayer de les mettre hors jeu. Donc c'est vraiment un problème aujourd'hui d'automatisme dans cette ligne défensive, avec un Balerdi qui joue plus bas que les autres, sur deux actions d'affilée. Et donc ça, c'est quelque chose que Marseille va devoir régler rapidement, parce que c'est quelque chose... t'as encaissé 2 buts en 2 matchs sur les mêmes choses. Voilà. Et après, l'éternel problème aussi, c'est le manque de pression sur le porteur, sur Kebbal, sur cette séquence. Vous avez Gomez qui est tout seul. Vous avez quand même des lignes assez étirées. Bref, là aussi, contre Rennes, on se rappelle du passeur Quentin Merlin qui a eu beaucoup de temps pour ajuster sa passe. Nouvelle séquence ici. Et là, c'est l'occasion d'évoquer une sortie de balle étonnante du Paris FC. Parce que si vous regardez... Si vous regardez les joueurs, tous les joueurs du PFC sont sur les côtés. On a complètement abandonné l'axe. C'est pas banal comme sortie. Mais en réalité, c'est une sortie pour voir aussi comment réagit l'adversaire. Et pour essayer d'étirer au maximum l'adversaire et de créer des espaces dans lesquels des joueurs peuvent ensuite plonger. Mais ça a plutôt bien fonctionné parce que là, en fait, l'objectif ici, c'est que vous n'allez pas trouver des joueurs pour combiner à l'intérieur. Vous n'allez pas aller sur les côtés. C'est qu'une fois qu'on est arrivé là, bim, on balance, et en fait, au bout du compte, on a un contre 1 à la retombée, c'est le 1 contre 1 Crasso-Balerdi, qui tourne à l'avantage de Crasso sur celle-là, et qui oblige Rouli à sortir de manière un petit peu compliquée. Et derrière, vous vous en rappelez sans doute si vous étiez devant le match, c'est l'occasion de Kebbal, qui tente sa chance, mais qui trouve pas le cadre, et ça c'était une balle de 3-2 pour le Paris FC. Et on termine par une dernière séquence, où vous avez le point de départ ici. Alors là, on n'est pas... Heureusement, Højbjerg n'est pas collé à Marchetti, parce que sinon ça aurait été grave, puisque Marchetti, je le rappelle, n'est pas touchable ici par le porteur de balle, donc ça sert à rien de le coller. Néanmoins, je trouve que Højbjerg est quand même très haut, parce que de l'autre côté, Gomez
va sortir parce que Camara va aller au ballon, ou c'est peut-être Doucet à ce moment-là, je sais plus exactement d'ailleurs. Mais là, on a deux milieux quand même très très hauts sur la même ligne, alors que généralement, quand on parle des milieux de terrain, on veut qu'il y ait une certaine couverture mutuelle, et que quand il y en a un qui sort, l'autre redescend un cran plus bas. Et là, c'est vrai que sur cette séquence, si vous regardez bien, appui, remise, là, si Marchetti ne fait pas l'erreur de balancer et joue juste en une pour ce joueur qui a fait passe, je me retourne, je redemande, bah là, Marseille se fait complètement ouvrir là-dessus. Et à nouveau, pour ce même problème d'avoir ces deux milieux qui sont attirés très haut, alors que c'est pas nécessaire, comme je le disais lors de la pré-saison. Et là, ça ne l'est toujours pas. Parce que là, si Marchetti joue court, bah, regardez l'espace derrière à exploiter. Donc là, il y avait quelque chose de mieux à faire pour le PFC sur cette séquence. Et quelque chose de beaucoup mieux à faire aussi pour l'OM en termes d'organisation. Parce que derrière, bah, vous avez 3 gars prêts à partir. Vous avez aussi Chergui qui est en bas. Et là encore, vous avez une supériorité numérique qui était sans doute négociable pour le PFC si Marchetti avait fait juste une petite passe. Là, c'est tout le milieu marseillais qui était éliminé. Et derrière, bon, Jelon, ballon récupéré plus facilement. Mais vrai danger, je pense, exploitable pour d'autres équipes. Alors après cette question concernant Højbjerg et Gomez, on avait aussi évoqué durant la pré-saison une zone où Marseille paraissait plus vulnérable, c'est la zone sur le côté gauche de sa défense quand elle sort pressée, la zone on va dire côté Balerdi-Højbjerg sur le match face au PFC. Vous voyez la balle qui part côté, et là en fait ce qu'il faut relever c'est la sortie de Garcia et le comportement de Medina qui ne suit pas Garcia. Vous allez le voir ici. Et du coup, vu qu'il ne suit pas et que la def ne remonte pas, vous avez une zone là où vous pouvez concrètement combiner, attaquer. En tout cas, il y a une zone faible côté marseillais ici, d'autant plus que au moment de coulisser, Højbjerg qui s'est fait aspirer a pas forcément la réaction, le dynamisme pour venir fermer rapidement cet intervalle-là. Donc ça, on l'a vu face à Séville, sans que ça profite aux Sévillans, puisque ça a été couvert, comme vous le voyez finalement. Mais ça, on l'a revu face au PFC et dans les séquences qui vont venir. J'avais détecté un truc dans l'animation défensive marseillaise, c'était que lorsque la balle était sur le côté ici, vous aviez là une ligne défensive qui restait très zonale, très axiale, plutôt que de coulisser avec le latéral amené à sortir. Et du coup, avec un Højbjerg là aussi encore attiré par son milieu de terrain, comme vous voyez la poche qui se crée là, dans laquelle l'adversaire peut aller, dans lequel l'adversaire peut se déplacer. Vous voyez ? La zone qui est exploitable parce que la ligne défensive ne coulisse pas et ne suit pas le déplacement de Ulysse Garcia. Ben, regardez ce qui se passe sur cette action. Là, vous voyez, on essaye de combiner. Je crois que c'est Maxime Lopez qui essaye de se projeter. Et là, vous avez une tentative d'attaque, justement, de cette zone-là, avec Jebels derrière, qui est avec Balerdi. Vous voyez la situation. Donc là, sur cette séquence, bon pressing de Garcia, Kebbal n'arrive pas à se retourner, ça termine en touche. 19e minute, Marseille a ouvert le score, le PFC relance. Vous avez Lopez qui à nouveau va au ballon, qui embarque Højbjerg avec lui, passe côté, vous avez le décrochage ici de Kebbal, et à nouveau vous avez cette zone. Ok ? Et cette fois-ci, remise de Kebbal vers Lopez, projection du latéral, je pense que c'est Chergui. Balerdi devancé par Jebels. Jebels lance en profondeur. Énorme occasion de but. Marchetti trouvé au deuxième qui a complètement lâché Angel Gomez sur la transition défensive. Angel Gomez sur les transitions défensives, là aussi c'est quelque chose qui se répète. Et grosse occasion donc pour le PFC. Deuxième mi-temps, toujours la même chose. Balerdi quand même très très loin de son latéral. Højbjerg qui va être pris de vitesse dans le dos. Hop, Kebbal. Et là ça peut partir aussi très vite. Et là il va se faire contrer par Garcia. Mais encore le même type d'alerte. Avec un Garcia qui coulisse, la défense qui reste zonale, énorme espace à attaquer. Et là, il s'en faut de peu pour que ça passe une fois encore. Donc voilà, 3 alertes qui sont des choses qu'on avait vues dans la pré-saison et qui, là, existent encore aujourd'hui. Alors évidemment, tout n'est pas négatif dans la prestation marseillaise et il y a quelques séquences qui montrent la voie à suivre. Une première ligne plus resserrée, des milieux de terrain qui lâchent à un moment donné les décrochages des adversaires pour ne pas se faire aspirer trop haut. On va voir tout ça en images et c'est ce genre de choses qu'on espère revoir dans les prochaines semaines pour obtenir au final une équipe plus compacte et plus cohérente. Et donc une séquence là où le premier rideau travaille ensemble pour fermer cet accès à l'intérieur. Et là, Guerreiro et Aubameyang, ils sont proches l'un de l'autre, ils sont ensemble et du coup à partir du moment où eux ferment l'accès à l'intérieur,
eh bien Højbjerg et Gomez n'ont pas à sortir très haut. Et on a une équipe un peu plus compacte quand même et moins d'espace dans lesquels se déplacer pour les adversaires. Vous voyez ici, Aubameyang il ferme sur le 6. Du coup, Gomez, il peut se concentrer sur la ligne de passe. Il n'a pas à coller le numéro 6. Ça a permis aussi, au moment de cette passe en retrait, à Højbjerg, lui, il est un cran plus bas parce que Marchetti d'Ajaccio est allé plus haut. Donc là, il est venu en soutien de sa défense. Donc en cas de jeu long, on a une équipe de Marseille qui est plutôt quand même en capacité de remporter la bataille à la retombée. Et en plus, il y a une faute directe côté PSG avec cette passe ou ce contrôle manqué. Deuxième séquence, on est un peu plus tard dans le match. Marchetti a décroché, comme vous le voyez. Et là, vous avez Højbjerg sur Lopez et Gomez sur Camara. Et là, ce qui est intéressant, ça va être le comportement d'Angel Gomez. Parce que Angel Gomez, durant la pré-saison, il y avait eu des séquences où il s'était fait aspirer un petit peu trop loin, alors que son attaquant était en mesure de gérer son adversaire direct. Guiri va au pressing, va au cadrage du porteur de balle. Et là, vous avez Camara qui va décrocher. Gomez, il faut regarder sa réaction. Vous voyez là, il a arrêté de le suivre. Il a arrêté de le suivre parce que vous avez Guiri qui fait l'effort là pour empêcher cette passe intérieure. Et la priorité pour Gomez, c'est de ne pas se faire éliminer. Et donc de couper la ligne de passe ici. Et ça, durant la pré-saison, il y avait une séquence très précise où Gomez se faisait aspirer. Et du coup, ça ouvrait la ligne de passe en dessous. Et là, cette fois-ci, il s'est arrêté. Ce joueur-là est désormais intouchable parce qu'il y a eu l'effort de Guiri. L'effort du premier rideau qui soulage le deuxième, qui peut permettre au deuxième de se concentrer sur ce qui se passe dans son dos. Et empêcher que ça passe dans son dos, justement. Et du coup, là, ça va être jeu direct. Et la balle est récupérée par les Marseillais. Et enfin, troisième séquence positive, on fait reculer. Vous voyez Marseille, on envoie le 4-4-2, la ligne de 4, le 4, le 2, on fait reculer le PFC. Et là, vous avez certainement une discussion entre Højbjerg et Gomez. Højbjerg qui dit à Gomez, occupe-toi du déplacement de Ilan Kebal, du dézonage de Kebal, pendant que lui reste en couverture. Et là, on en revient à ce que j'avais dit dès la pré-saison, cette articulation différente du pressing, où il n'y a qu'un seul des deux milieux de terrain qui sort, le deuxième reste en soutien, en couverture. Comme ça, il peut rester proche de sa défense ou venir aider si nécessaire. Mais la pression supplémentaire, s'il y a d'autres joueurs qui décrochent, genre ici, comme le décrochage là de Doucet, ça va être aux joueurs de couloir. Donc là, c'est Nadir du coup qui fait ce pressing. Greenwood de l'autre côté. Autres ailiers à ajouter selon qui sera titulaire dans ces zones-là. Et là, justement, c'est Nadir qui va réaliser un pressing gagnant, avec aussi l'erreur technique de Doucet. Pressing gagnant. Et but d'Aubameyang. Rien de plus simple. Mais là encore, est-ce que c'est pas ce chemin-là que doit prendre l'OM pour régler en partie ses problèmes sur le plan défensif? Et justement, maintenant qu'on a fait et refait le constat, comment est-ce que Marseille pourrait régler ça? On va partir dans la prospection, on chope le petit tableau, les petits pions, et on regarde ça ensemble. Pour moi, déjà, si ça repart comme ça, la première chose à faire pour ces deux joueurs, on est d'accord que c'est pas d'être comme ça. Parce que c'est ça qui pose problème à Marseille. Qui a posé problème, c'est ce qu'on a vu face au PFC. Parce que là, vous avez vos deux attaquants qui sont cotés. Là, lui, ils décrochent. Et en effet, les deux décrochent ensemble. Et derrière, vous pouvez jouer dans le dos. Vous avez votre troisième homme au milieu qui peut décrocher, demander la balle. Vous pouvez avoir, si vous avez ces deux-là qui fixent, c'est ce qu'a fait le PFC, Kebal, l'équivalent de Kebal, qui vient ici et qui vient demander. Enfin bref, vous voyez tout ce que ça peut créer comme problématique. Donc ça, déjà, côté Marseillais, il faut réussir à le régler. Ensuite, c'est vrai que souvent, parfois, vous avez un premier rideau avec des relanceurs qui s'écartent volontairement. Et c'est fait évidemment pour étirer ce premier rideau. Alors parfois, en effet, vous pouvez étirer le premier rideau, mais dans ce cas-là, il ne faut pas trop l'étirer. C'est-à-dire vous allez vous mettre comme ça, à peu près, comme ceci. Comme ça, si lui est touché, vous avez ce joueur-là qui ferme, et à l'opposé, ça peut fermer. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir contrôler avec 3 joueurs ici, les 4 joueurs de la relance, ainsi que le gardien. Ce qui fait que derrière, vous pouvez libérer votre 6, et vous n'avez pas à avoir vos 2 joueurs qui sortent, et vous pouvez garder un joueur en surveillance ici. Mais l'intérêt du losange, c'est ça, c'est que vous faites comme ça, en gros, quand ça repart du gardien. Vous faites comme ça. Si lui vient, lui il resserre un petit peu là. Si c'est lui qui vient, lui il sort.
et lui il resserre un petit peu, mais avec ces 3 là vous gérez ça, et comme ça votre 6 il reste plus bas. Si ça part côté, parce que évidemment vous allez resserrer un peu intérieur, donc ça va libérer ce joueur, bah, si ça part côté, vous partez côté, lui il y va, lui il coulisse comme ça, votre 6 il coulisse un cran plus bas, lui il vient fermer ici, et là vous avez une situation qui est à peu près contrôlée. Mais c'est vrai que je pense vraiment que l'OL va essayer d'étirer le premier rideau pour ouvrir ici et ensuite chercher à jouer dans le dos, quoi. Ça me paraît évident quand tu vois les débuts de Marseille. Et surtout, tu as aussi le fait que il y a aussi d'autres options pour sortir. Une option, par exemple, où vous allez envoyer un des pistons. Tac. Parce que si vous arrivez à étirer le premier rideau, que vous faites sortir ici et là, si vous vous retrouvez dans cette situation qu'on veut éviter, bah lui, là, votre gars, si vous arrivez à revenir jusqu'au gardien et qu'il n'y a pas de pression sur le gardien, lui, il monte là. Et là, en fait, vous avez une supériorité numérique à jouer sur l'aile. Et ensuite, vous pouvez dérouler. Et c'est vrai que Lyon aime bien avoir cette ligne de 5 parfois devant, après avoir sorti le ballon. Donc ça aussi, ça va être probablement à surveiller. Mais à l'inverse, si les 2 attaquants restent trop resserrés, est-ce que tu t'exposes pas à d'autres soucis? Bah, prenons le cas toujours de ce pressing. La balle part ici. Bah, lui, il va sortir, lui, il va fermer, tac. La balle part là. Lui coulisse, lui coulisse, lui coulisse, tout le monde coulisse, lui il sort. En fait, il n'y a pas de souci si les 2 attaquants restent serrés. Ça peut être problématique si tu pars ici, que lui, par exemple, c'est quelqu'un qui est très bien pour porter la balle, et que tu vas réussir à aller vite. Tes 2 attaquants sont ensemble là. T'es à droite, tu réussis à aller vite à gauche, et là, lui, il a du mal à coulisser parce qu'il a suivi ses partenaires. Lui, il a du mal à coulisser, mais j'ai envie de dire, en football, le terrain, il est grand, et en effet, tu peux parfois te faire piéger en te faisant contourner. Par exemple, la balle était là, on arrive jusqu'ici, genre lui, il a trouvé une passe, paf, tac, et lui, il va porter, balle au pied, et là, comme ça, ta première ligne, elle est éliminée parce qu'elle était trop proche l'une de l'autre au départ. Mais il vaut toujours mieux, quitte à se faire éliminer, après c'est de choisir son poison. Il vaut mieux se faire éliminer en se faisant contourner que se faire éliminer en se faisant aspirer et se faire prendre par une passe plein axe. On est d'accord là-dessus. À un moment donné, tu choisis. Et je préfère, si je dois choisir, me faire contourner et que mon adversaire remonte la balle par un côté où je peux ensuite essayer de contenir et de fermer, que me faire percer plein axe pour ensuite concéder une transition. On n'est pas du tout sur le même niveau de risque et le même niveau d'urgence après. Voilà pourquoi, à mon sens, avoir une première ligne plus compacte, qui laisse moins d'opportunités aux adversaires de te percer à l'intérieur et de jouer dans le dos de tes milieux de terrain, ça me paraît être un bien meilleur choix. Ce qui est sûr, c'est que l'Olympique Lyonnais sera un sacré adversaire parce que c'est une équipe qui maîtrise les sorties de balles avec les équipes de Fonseca lorsqu'il était déjà à Lille. C'est quelqu'un qui aime beaucoup aspirer l'adversaire pour jouer ensuite dans son dos. Et je ne serais pas surpris de voir le très bon duo depuis le début de la saison, Tessman et surtout Morton, venir assez proche de la défense pour inciter et essayer de forcer les milieux marseillais à sortir. Et la question, ça sera de savoir si les milieux marseillais se feront avoir et sortiront très haut ou seront contraints de sortir haut à cause d'une première ligne défaillante. Donc c'est ça, une des clés qu'il faudra surveiller lors de ce match. Vivement dimanche donc, et rendez-vous sans doute soit le soir même, soit le lendemain après la rencontre. Pour débriefer tout ça, j'imagine qu'il y aura pas mal de choses à dire. Et d'ailleurs, si là on a parlé de quelques faiblesses qui pourraient profiter aux Lyonnais, on aurait pu aussi revenir sur le pressing lyonnais face à Metz, qui semble aussi encore assez perfectible en ce début de saison et qui pourrait peut-être profiter à l'OM. À dimanche! Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas évidemment à laisser un pouce, à laisser un commentaire, ça aide à pousser la vidéo dans l'algo et ainsi faire connaître ma chaîne. Si tu veux aussi m'aider de façon plus directe, tu peux aussi rejoindre les membres de cette chaîne YouTube, il suffit de cliquer sur le petit bouton rejoindre juste en dessous et tu auras droit à quelques analyses exclusives vidéo de temps en temps, quelques vidéos en avant-première aussi et peut-être
que par des sondages, tu pourras décider des prochains sujets de la chaîne. Merci à ceux qui feront le geste et s'abonneront, et rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.